Voici l'Asie centrale, un ensemble de 5 anciens États soviétiques couvrant une superficie plus grande que l'Inde. Remplis de pétrole et de gaz naturel, les 5 pays en stan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan devraient constituer une vaste zone d'importance stratégique et économique. Cela a été le centre du réseau commercial eurasiatique, la route de la soie, pendant des siècles. Aujourd'hui, ces 5 pays ne forment plus qu'une périphérie insignifiante de l'économie mondiale. Mais pourquoi l'Asie centrale, si vaste, reste-t-elle aussi faible? Pourquoi, malgré ses ressources naturelles, est-elle économiquement à la dérive? L'Asie centrale a toujours été prisonnière de sa géographie, politiquement, culturellement et économiquement. Enclavée et entourée de tous côtés par 3 puissances mondiales, la Russie, la Chine et l'Iran. Autrefois prospère culturellement et commercialement, cette région est désormais un pion dans la lutte pour la suprématie dans le nouveau paysage politique multipolaire de l'Asie. Malgré les tentatives répétées mais infructueuses de la Russie et de la Chine pour relancer l'Asie centrale via des initiatives économiques, le destin de la région reste incertain. Une région plus grande que l'Inde peut-elle rester isolée et insignifiante économiquement plus longtemps? Les superpuissances décesses de l'hémisphère oriental, la Russie et la Chine, vont-elles de nouveau réveiller ce géant endormi et lui attribuer un rôle dans leur quête de domination régionale? Le seul point de départ pour comprendre les difficultés économiques des gouvernements et populations d'Asie centrale est le suivant. Pour cela, il faut comprendre la géographie et l'histoire propre à chaque nation. La géographie joue un rôle clé dans l'économie d'une nation, comme son potentiel agricole ou sa capacité à échanger des biens et des services grâce à des points d'accès tels que les rivières et les plaines. Elle joue aussi un rôle clé dans la stratégie nationale. De grandes chaînes de montagnes et des déserts peu favorables à l'économie ou à l'aménagement, restent cruciaux car ils empêchent l'invasion étrangère par l'impraticabilité du terrain. En ce qui concerne la géographie, cependant, l'Asie centrale est assez contrastée. Environ 60% de la région est composée de terres désertiques. Le Turkménistan, par exemple, est presque entièrement occupé par le désert du Karakoum. Une grande partie de l'ouest de l'Ouzbékistan est également un paysage désertique, ce qui rend tout développement agricole très difficile et constitue un facteur expliquant pourquoi une région aussi vaste peut être aussi pauvre. Au nord, en comparaison, les steppes du Kazakhstan sont des prairies arables qui permettent la culture de certaines plantes, en particulier le blé, qui est laissé la culture la plus importante et la plus cultivée de la région. Mais le centre et l'ouest du Kazakhstan, comme ses voisins du sud, possèdent également un vaste paysage aride sans source d'eau, viable pour soutenir une grande population. Dans ces régions du Kazakhstan, l'ouest de l'Ouzbékistan et la majeure partie du Turkménistan, la population est très clairsemée. Cette carte montre que la population d'Asie centrale se concentre surtout au sud-est, car c'est là qu'on trouve vraiment de l'eau. 2 systèmes fluviaux, l'Amou Daria et le Sir Daria, qui se jettent dans la mer d'Aral à la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, sont le cœur battant de la population d'Asie centrale. Les rivières traversent le sud-est de l'Asie centrale, notamment le Kirghizistan, le Tadjikistan, ainsi que certaines parties de l'est de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. On pourrait croire ces régions idéales pour l'agriculture, mais ce n'est pas le cas. Malgré la présence de rivières, qui soutiennent l'agriculture et les populations grâce à l'eau, ces pays, notamment le Kirghizistan et le Tadjikistan, restent prisonniers de leur géographie. Le sud et l'est de l'Asie centrale longent la chaîne de l'Altaï et d'autres montagnes, s'étendant jusqu'au Moyen-Orient et à la Chine. Seuls les pâturages de montagne sont disponibles pour l'agriculture, offrant moins d'espace pour les cultures. Entre désert, montagne et climat sec, l'Asie centrale ne dispose que de 20% de terres irriguées pour l'agriculture. Ce qui signifie que même si c'est une immense étendue de terre, historiquement, elle n'a pas été capable de produire suffisamment de nourriture ou de fournir assez d'eau pour soutenir et développer des centres urbains densément peuplés. Ainsi, la majorité des habitants d'Asie centrale vivaient traditionnellement en communautés rurales ou nomades. Même si aujourd'hui, en raison de l'urbanisation rapide, environ 48% de la population d'Asie centrale, soit 35 millions de personnes, vit dans des zones urbaines, cette répartition entre population urbaine et rurale est faible comparée à celle des nations occidentales riches comme les États-Unis, où 80% de la population vit en zone urbaine. Cependant, les habitants d'Asie centrale demeurent très pauvres et isolés par rapport au reste du continent. Même les zones les plus densément peuplées d'Asie centrale ne sont pas de nouveaux centres urbains développés, mais plutôt des villes qui étaient prédominantes pendant les 1500 ans de la route de la soie, de 130 avant Jésus-Christ à 1453 après Jésus-Christ. La route de la soie désignait les réseaux commerciaux reliant la Chine à l'Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et à l'Europe occidentale. 2 des villes les plus importantes le long de ces routes commerciales étaient Merv, au Turkménistan, qui était la plus grande ville du monde au XIIIe siècle avec 500 000 habitants, et Samarcande en Ouzbékistan. Une autre ville située au centre de la route de la soie,
connu pour sa beauté architecturale et ses ornements turquoises. Ayant autrefois abrité la plus grande ville du monde, il y a 800 ans, l'Asie centrale était une puissance économique et culturelle. Au fil des siècles, les Chinois de la dynastie Han, les Mongols, les Perses et bien d'autres ont dominé la région, contribuant à la diversité de son paysage ethnique et culturel. Cependant, il y a un groupe de personnes qui a pris le pouvoir au VIe siècle, après JC, et qui a eu le plus grand impact sur la population de l'Asie centrale, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il s'agissait des peuples turciques. Il s'agit généralement d'une catégorisation linguistique, car les différents pays parlent des langues apparentées à la famille des langues turciques. Mais de nombreuses cultures et ethnies existent au sein de cette catégorisation. Les 5 principales ethnies d'Asie centrale, toutes turciques, sont les Ouzbeks, Kazakhs, Tadjiks, Turkmènes et Kirghizaises, de la plus grande à la plus petite. On peut facilement associer chaque groupe à son pays, car les noms sont presque identiques. Il faut saisir l'importance des distinctions ethniques locales pour comprendre la situation actuelle. Après que l'Union soviétique a colonisé l'Asie centrale au XIXe siècle et que les communistes ont pris le contrôle de la Russie en 1917, l'Asie centrale a été divisée en républiques fondées sur l'ethnicité. C'était une politique soviétique de délimitation territoriale nationale. La théorie était que le partage d'une histoire linguistique, ethnique et culturelle commune renforce le nationalisme. Et selon la théorie communiste, le nationalisme était un précurseur nécessaire à une société communiste. Les soviétiques ont tracé les frontières de l'Asie centrale moderne selon des critères ethniques, soulignant les différences entre les groupes ethniques et culturels de cette vaste région. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Des différences ethniques et la réalité politique actuelle en Asie centrale est essentielle. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, à l'extrémité sud de l'Asie centrale en 2000, leur méconnaissance des divisions ethniques a mené à l'effondrement du gouvernement démocratique installé après l'invasion. Voyez-vous, l'Afghanistan était composé de diverses ethnies, Pashtuns, Ouzbeks et Tadjiks. Les talibans en Afghanistan ont été créés comme un mouvement ethnique cherchant à imposer le contrôle pashtun dans un pays où plus de 50% de la population est pashtun. Quand les États-Unis ont renversé les talibans et confié le pouvoir aux minorités tadjikes et ouzbeks, le nouveau gouvernement de coalition, très anti-pashtun, voulait se venger du peuple pashtun qui les avait opprimés depuis des générations. Cette division ethnique a provoqué une instabilité sociopolitique durable, la société afghane ayant été détruite par l'ignorance du gouvernement américain des différences entre ces groupes. Ironiquement, c'est la conscience aiguë de l'Union soviétique de ces différences ethniques qui lui a permis de diviser pour mieux régner et de piller les gouvernements d'une région qu'elle a contrôlée plus de 2 siècles. Le contrôle soviétique a entraîné l'industrialisation de pays comme le Kazakhstan, cherchant à intégrer cette région autrefois prospère à l'économie du XXe siècle. Dans les années 1920 et 1930, les soviétiques ont lancé la construction nationale avec leurs minorités ethniques, créant des institutions et des systèmes éducatifs en langue nationale unifiée. Cela peut sembler être une opportunité d'autodétermination offerte au peuple des nouvelles républiques soviétiques. Mais cela n'est venu qu'après près de 2 siècles de conquête brutale par le régime tsariste russe. Avant et après la révolution bolchevique, les factions musulmanes d'Asie centrale ont été systématiquement écrasées. En réalité, les communautés principalement nomades et rurales d'Asie centrale ont été entraînées de force dans le système de Moscou, souvent par la violence ou des mesures juridiques draconiennes. De nombreuses révoltes ont eu lieu contre les soviétiques, dont le mouvement Basmachi, aussi appelé Révolte d'Asie centrale.
Ce mouvement des musulmans d'Asie centrale au début du XXe siècle fut la dernière tentative des peuples autochtones pour préserver leur liberté religieuse. Ce n'est qu'après de lourdes défaites face à l'armée rouge et des milliers de morts que l'URSS a accepté de faire des concessions sur les lois relatives aux droits religieux. Cependant, ces concessions restèrent mineures, et les soviétiques ont continué à fermer mosquées et églises à travers l'URSS dans les années 30. Cette période résume bien le sort de la population d'Asie centrale. Ils avaient toujours entretenu des liens ethniques, culturels et religieux plus forts avec les civilisations islamiques du Sud, comme la Perse, leur terre d'origine. Ils n'avaient presque aucun lien avec les peuples slaves d'Europe occidentale, importés par les décrets soviétiques. En réalité, même si le régime stalinien a accordé une autonomie ethnique et culturelle aux républiques d'Asie centrale, cela restait superficiel et visait à obtenir des États voisins communistes soumis. La colonisation initiale de la région a supprimé tout sentiment de liberté. Tout islamiste dissident ou centra-asiatique anti-soviétique fuyait vers le sud en Afghanistan, était exilé ailleurs en Asie du Sud ou au Moyen-Orient, ou subissait pire. L'époque soviétique a étouffé l'esprit de l'Asie centrale au lieu de la moderniser. Les terres des paysans ont été confisquées quand Staline a collectivisé les exploitations agricoles dans la première moitié du XXe siècle. Cela s'expliquait par le fait que la possession de terres, même la plus petite et la plus insignifiante parcelle dans des endroits reculés comme le Kazakhstan, était considérée comme un vol dans le système communiste. Staline exigeait des livraisons de céréales insoutenables, prenant toute la production des agriculteurs sans paiement pour la vendre ou l'envoyer vers les villes russes. Ces politiques ont provoqué des famines en Ukraine et au Kazakhstan, causant la mort d'au moins 5 millions de personnes par la faim. Cette période a radicalement transformé l'environnement ethnique et culturel de l'Asie centrale, modifiant durablement la région et ses habitants. Vous vous demandez si les soviétiques ont apporté des avantages? Certains changements significatifs et utiles ont effectivement eu lieu. Les soviétiques ont construit des infrastructures comme des routes et des chemins de fer dans toute la région, notamment au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Bien que non indispensables aux peuples d'Asie centrale, qui avaient vécu des millénaires en nomades sans transport moderne, cela devint crucial pour leur économie après la mort de Staline. Mais pas pour les peuples d'Asie centrale. La majorité des agriculteurs et ruraux, étant serfs, vivaient comme des esclaves, donnant toutes leurs récoltes à l'État et ne pouvant pas migrer vers les villes russes. Le principal avantage de ces routes était le transport des récoltes, comme le coton et le blé, de ces régions isolées de l'Empire soviétique vers les centres industriels russes. Cette production de coton fut catastrophique pour l'Asie centrale. Bien que centrale pour leur économie modernisée, la production de coton exigeait l'extension des canaux d'irrigation utilisant la mer d'Aral et ses affluents. L'irrigation des champs de coton a provoqué une catastrophe écologique. Les rivières se sont asséchées et la mer d'Aral a rétréci jusqu'à ne représenter qu'une infime partie de sa taille d'origine. Cette politique agricole, appelée la campagne des terres vierges, visait à augmenter la production alimentaire en URSS après une période de pénurie alimentaire et de famine. Dans les années 1950 et 1960, cette politique n'a apporté que peu de bénéfices économiques aux habitants d'Ouzbékistan et d'Asie centrale, tout en détruisant leur principale source d'eau, la mer d'Aral, qui ne s'est jamais rétablie. Cette politique soviétique ratée est sans doute une cause majeure de la pauvreté et de l'instabilité actuelle en Asie centrale. D'autres changements industriels ont eu lieu sous l'Empire soviétique, la Russie découvrant d'importantes réserves de pétrole au Kazakhstan et de gaz naturel en Ouzbékistan et au Turkménistan. Des matières premières comme le cobalt, l'étain et surtout l'uranium ont été exploitées dès les années 1970. Les réserves d'uranium de l'Ouzbékistan ont joué un rôle clé dans les actions de la Russie pendant la guerre froide. En réalité, ces changements ont surtout profité à l'URSS et peu bénéficié aux populations d'Asie centrale, incapables d'accumuler des capitaux dans le système communiste. Bien qu'au début de l'ère soviétique, des infrastructures et industries aient été créées en Asie centrale, la souffrance des populations était irréparable. Et lorsque l'URSS a pris fin, la région avait simplement été dépouillée de ses ressources sans presque rien en retour. Le manque d'eau, les populations exilées, la brutale oppression soviétique, tout cela a creusé un vide dans l'esprit du grand peuple turcique, les laissant dans une position géopolitique précaire durant les années 1990 dans un paysage post-soviétique. Depuis l'ère post-soviétique, l'Asie centrale a été délaissée. Après la dissolution de l'URSS en 1991, les nouvelles républiques sont devenues des nations souveraines. Désormais, ils devaient s'adapter avec peu de ressources ou de capital. Les gouvernements d'Asie centrale ont dû rapidement réformer leurs systèmes économiques,
comme d'autres nations nouvellement indépendantes hors du communisme. Leurs protections sociales soviétiques se sont effondrées, la désindustrialisation rapide et l'inflation galopante les ont plongés plus profondément dans la crise économique. Plus de 30 ans plus tard, l'Ouzbékistan et le Turkménistan n'ont toujours pas complètement adopté l'économie de marché. Les réseaux de transport construits par les Russes avaient commencé à se dégrader et à tomber en ruine dès les années 1990. Initialement, ils desservaient seulement les centres de population russes et reliaient peu l'Asie centrale au reste du continent. Économiquement, cela a été catastrophique, car les habitants d'Asie centrale n'ont pas pu instaurer un système d'import-export efficace, entraînant une stagnation. Malgré quelques progrès récents dans les transports, le commerce et le développement économique demeurent difficiles aujourd'hui. Chaque pays ayant créé un nouveau système politique et économique, certains étaient incompatibles. Ce fait, ajouté aux tensions politiques locales et à la guerre soviéto-afghane, étouffer le commerce intra-régional au moment où ces nations en avaient le plus besoin. Ces troubles politiques, liés à des tensions ethniques et à des régimes autocratiques, n'étaient pas négligeables. Les années 1990 ont vu une guerre civile au Tadjikistan et des révoltes ethniques au Kirghizistan. Celles-ci ont été suivies par un soulèvement en 2005 en Ouzbékistan, 2 autres révolutions au Kirghizistan, et des incursions continues de djihadistes afghans pendant l'ère post-soviétique. Cela résume la malchance persistante des peuples d'Asie centrale condamnés à souffrir, prisonniers de leur histoire et de leur géographie, toujours enclavés et coincés entre de grandes puissances et des régions marquées par des conflits militaires de longue date. Situés entre la Russie, la Chine et l'Iran, ils se retrouvent dans un jeu à somme nulle, sans possibilité de victoire géopolitique. Après que la Russie a dominé la région pendant plus de 2 siècles, les 2 dernières décennies ont vu la Chine investir dans les infrastructures et mener des échanges commerciaux à travers toute l'Asie centrale. Dans une région plus stable, les pays pourraient créer des partenariats commerciaux avec leurs voisins malgré les tensions géopolitiques. En Asie centrale, des tensions géopolitiques opposent la Russie et la Chine, ralentissant les progrès, car chaque camp cherche à accroître son influence et contrôler les ressources par ses initiatives économiques. Au lieu que les grandes puissances créent des partenariats mutuellement bénéfiques qui profiteraient aux populations d'Asie centrale elles-mêmes, ce sont souvent seulement les oligarques et les élites locales qui en tirent profit. La Turquie complique cela en voulant renforcer ses liens économiques et culturels avec l'Asie centrale. Leurs liens linguistiques et historiques sont importants, mais la Turquie est une puissance géopolitique concurrençant la Russie et la Chine. Pire encore, l'Asie centrale s'est rapprochée des États-Unis et de l'OTAN depuis le début des années 2000, après la collaboration des États-Unis et de l'OTAN avec les forces ouzbèques et tadjiques lors de la guerre en Afghanistan. Ah oui, n'oubliez pas les liens ethniques, culturels et linguistiques entre l'Iran et les États d'Asie centrale, car l'Iran a encouragé la coopération politique et proposé sa vision économique pour l'avenir. Tout cela ne fait qu'exacerber le problème géopolitique que représente l'Asie centrale, où il semble qu'en même temps, tout le monde et personne ne soit leur allié. Maintenant, vous vous demandez peut-être, la Russie n'a-t-elle pas mis en place un secteur énergétique où le pétrole et le gaz pouvant être exploités et vendus ? L'Asie centrale ne devrait-elle pas pouvoir vendre ses ressources naturelles à ses alliés ? Plus de 90% des réserves de pétrole et plus de 80% de gaz de la région sont au Kazakhstan et au Turkménistan. Pas de chance pour l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan ici. Alors que la majorité du gaz du Turkménistan et de l'Ouzbékistan est exportée vers la Chine, la Russie et l'Azerbaïdjan, la plupart des réserves de gaz du Kazakhstan sont réinjectées pour la récupération du pétrole. De nombreux projets de gazoducs d'exportation ont ralenti à cause de la baisse des prix venus du Moyen-Orient, des États-Unis, d'Australie et d'Asie du Sud. La concurrence mondiale a surtout exclu l'Asie centrale du marché d'exportation du gaz naturel ces dernières années. Ces marchés ont aussi été surapprovisionnés ces 10 dernières années, limitant les opportunités pour l'Asie centrale. Malgré d'importantes réserves et des investissements étrangers récents ayant modernisé le secteur, l'infrastructure énergétique de la région est obsolète. Par exemple, 75% de l'infrastructure énergétique de l'Ouzbékistan a plus de 3 décennies. L'infrastructure si dégradée a provoqué une crise énergétique catastrophique dans la région en hiver 2022. L'Ouzbékistan a connu un effondrement sans précédent, avec des milliers de personnes privées de gaz en plein milieu de températures négatives. Au Kazakhstan, un pays dont la capacité de production d'électricité est équivalente à celle de tous les autres pays d'Asie centrale réunis, des villes entières ont été déconnectées du réseau. Et 6 régions du Kazakhstan ont subi d'importantes coupures de courant. En hiver 2023, nous avons encore constaté des pénuries d'électricité à cause d'une infrastructure énergétique délabrée. En plus de ce problème pratique, de nombreux projets de développement des infrastructures sont gérés par l'État, ce qui entraîne une corruption à grande échelle. Des responsables ouzbeks passent des accords secrets avec des oligarques russes pour contrôler des centaines de champs pétroliers et gaziers,
détournant les revenus de l'économie ouzbèque vers les poches de fonctionnaires corrompus et épuisant les réserves cruciales de pétrole et de gaz du pays. Même la centrale thermique au Kazakhstan qui s'est effondrée durant l'hiver 2022, laissant plus de 100 000 personnes sans chauffage ni électricité, appartient à des oligarques proches de l'ancien président kazakh Nursultan Nazarbayev, une figure de la corruption de longue date dans la région. Les centrales sont rénovées avec l'argent public, mais tandis que les habitants d'Asie centrale financent ces projets par leurs impôts, des fonctionnaires corrompus détournent les profits et les citoyens sont souvent privés d'énergie. C'est le paradoxe énergétique qui ronge la région, une autre sombre réalité du désespoir de l'Asie centrale, aggravant leur fragilité économique et les troubles sociaux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Asie centrale ne semble pas avoir de voie vers l'autosuffisance. Un jour, leur position géographique pourrait les rendre à nouveau une puissance commerciale, approvisionnant la Russie, la Chine et l'Asie du Sud en pétrole et en gaz. Mais ce n'est pas pour bientôt. Des décennies de négligence et de manque d'entretien ont fait de cela un objectif à long terme, au mieux. Mais l'Asie centrale retrouvera-t-elle un jour la puissance de l'époque de la route de la soie? La domination de forces extérieures condamnera-t-elle cette vaste région à l'impuissance pour toujours? Merci d'avoir regardé.